Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je viens répondre aux 31 questions du RPGED. Mais qu'est-ce que le RPGED? Eh bien, c'est un événement qui arrive une fois par année durant tout le mois de août et qui encourage les créateurs, les passionnés de répondre à une série de questions mettant l'emphase sur le jeu de rôle, sur leur expérience en tant que jeu de rôle, en tant que rôliste, mais aussi également justement les différentes facettes qui pourraient entourer cette passion, ce merveilleux hobby que nous tentons avec grand amour de mettre de l'avant. Et c'est ainsi que je me lance dans les 31 questions de ce mois-ci, ou plutôt de cette année, de cette édition, la 9e édition d'ailleurs du RPGED. J'aurais aimé ça comme le faire comme tout le monde. Tout le monde, souvent en fait, la majorité des gens le font une fois par jour, une vidéo par jour. Une, deux, trois, quatre, jusqu'à 31. Malheureusement, par manque de temps, j'ai dû compiler le tout dans une seule et même vidéo, celle que vous écoutez présentement. Et on se lance ainsi pour les 31 questions. Donc, question 1, je vais utiliser la traduction que j'ai vue sur Internet. Qui aimerais-tu introduire au jeu de rôle? Eh bien, pour faire simple, ça serait ma conjointe. Que je dis introduire, mais je dirais plutôt explorer, parce qu'elle a déjà joué à des jeux de rôle, mais parce que je considère qu'il y a beaucoup d'aspects portant sur le jeu qui vient la chercher, que ce soit l'improvisation, le théâtre, le social, même les visuels ou l'art qui peut ressortir de certains ouvrages. J'ai l'impression qu'il y aurait possibilité pour elle de découvrir des nouvelles choses et de tester des nouvelles possibilités de ludiques, mais que je sais que c'est pas nécessairement sa tasse de thé en soi. Donc, question 1. Question 2, qu'est-ce qu'un bon jeu de rôle d'introduction? Un bon jeu de rôle d'introduction, pour moi, c'est un jeu qui va offrir une expérience qui va ressembler à ce qu'on s'imagine être un jeu de rôle, mais de façon un peu diluée. Par exemple, Donjon Dragon est le référent le plus populaire. C'est vraiment celui-ci que les gens considèrent comme qui est sur l'avant-scène, que ce soit via Stranger Things, whatever, ou même juste l'omniprésence de Wizard of the Coast comme producteur de ce jeu de la 5e édition. Mais c'est pas selon moi un bon jeu d'introduction parce que justement il y a trop de stock, il y a trop d'affaires, il y a trop de choses à prendre en considération. Donc je prioriserais un jeu qui va ressembler à D&D dans son thème, c'est-à-dire médiéval fantastique, l'aventure, des personnages, mais qui va, justement, le feel D&D, mais qui va avoir un système beaucoup plus simple et qui, selon moi, c'est selon moi justement un bon jeu d'introduction. Je parle par exemple de Black Hack, de Cairn, de Rogueland, même à la limite de OSE. Un jeu qui va justement avoir le mood D&D-esque, c'est-à-dire l'aventure et bref, tout ce qui est mis de l'avant beaucoup dans la culture populaire, mais qui va avoir une série de règles qui va être un peu plus minimaliste parce que ça va permettre de vivre l'expérience dans son ensemble, avec l'ensemble des règles proposées, mais sans que ça soit nécessairement une version de D&D tronquée où on va dire « Ah, je vais couper telle règle parce que c'est trop compliqué pour ça. » Non, non, je considère qu'on commence quelque part et on explore, et à un certain moment donné, je pense qu'on peut jouer à D&D en prenant en considération l'ensemble des règles sans que ce soit trop casse-tête. Donc, c'est pour moi, c'est ça, un bon jeu de rôle d'introduction. Troisième question. Quand as-tu introduit au jeu de rôle pour la première fois? C'était en secondaire 1. C'était un prof d'histoire qui organisait des parties durant le midi et c'était ma toute première expérience de jeu. J'avais jamais joué auparavant, j'en avais déjà entendu parler et c'était vraiment quelque chose parce que j'étais le petit cul de secondaire 1 puis les autres personnes étaient en secondaire 4 ou 5 avec le prof. Fait que j'étais vraiment comme le nouveau. C'est la personne qui arrivait puis qui connaissait personne, qui savait pas du tout les règles, qui savait pas comment ça fonctionnait. Donc, ça a été vraiment c'est ça. Ça a été ma première expérience de jeu de rôle. Question 4. Où voudrais-tu mener une première partie? C'est une bonne question. Voyez-vous, je suis pas vraiment. Je les ai écrits, les questions, mais je n'ai pas vraiment comme donné les réponses tout cuit. Je voulais que ça soit un peu plus spontané comme expérience. Où voudrais-je mener une première partie? OK. Il y a quelque chose d'intéressant que je veux mentionner, c'est j'ai fait un montée de niveau qui devrait sortir prochainement avec Maxime Robinet, qui est un YouTuber français qui organise des parties des actual play, entre autres choses. Et lui, il fait tout le temps ses games, souvent ses courtes campagnes d'horreur. Il les fait dans des ambiances, excusez-moi, il les fait dans un endroit, un lieu qui est très thématique à la partie qui va se dérouler. Et ça, je trouve ça
fou raide. Tu sais, exemple, une partie où est-ce que c'est des joueurs qui vont explorer une montagne, eh bien, ils jouent littéralement dans le bois, la nuit, avec tout son stock d'enregistrement. Et ça, moi, ça me fait capoter bien raide. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça. Jouer une partie à un endroit où on va dire l'environnement autour de moi va concorder avec l'ambiance de la partie en soi. Donc, exemple, mettons, là, je peux c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas tant le choix, mais tu sais, Curse of Strahd, jouer dans un château, j'aimerais ça, même si justement, on n'a pas tant de châteaux au Québec, malheureusement. Il y a le château Frontenac, mais ça coûterait cher, je pense. Ensuite, c'est une prouesse, je sais pas, là, c'est tellement large comme question, là. Mais ouais, un endroit qui va être thématiquement, qui va donner une ambiance, dans le fond, qui va concorder avec le jeu, la partie en soi, je pense que ça pourrait être cool, même si c'est juste pour une fois. Ça pourrait vraiment, vraiment être chouette. Ouais, ça serait ça, je dirais. Question 5. Pourquoi aimeront-ils ce jeu? Là, c'est très large. Quel jeu? Eh bien, je vais dire Monster of the Week. Ouais, je vais dire ça. Monster of the Week. Surtout si la personne ou les personnes, c'est leur premier PBTA, puis ils avaient joué à d'autres choses avant, genre Donjon Dragon par exemple. Je pense que tu fais le saut beaucoup par, on va dire, la liberté d'action dans le contexte d'un jeu de rôle PBTA, même si tu as l'impression au début, en voyant le nombre d'actions possibles sur une feuille, les actions des personnages, puis tu te dis, ah ouais, ok, tout est cadré là-dedans, oui, mais toutes les actions que tu vas faire, oui, elles vont devoir passer par le filtre en fait, de ce qui est demandé sur la feuille de personnage, par exemple, mais ça en demeure que c'est super libre, c'est super facile à interpréter, c'est vraiment facile à voir les possibilités narratives ou que c'est très explicatif. Faire ton action, t'es pas vraiment cadré, ok, t'as pas de bonus, malus parce que genre t'es pogné en pain avec un ennemi, t'as pas besoin de faire 12 jets pour pouvoir sauter par-dessus une maison, puis atterrir faire une roulis-roulade, puis atterrir sur tes pieds, tout en sortant une dague, la lancer. Alors que dans un jeu PBTA, eh bien justement, c'est un peu plus narratif, c'est moins cadré. Et j'ai l'impression que souvent les personnes qui ont, exemple, juste joué à Donjon Dragon et qui explorent le genre, font souvent vraiment le saut, puis sont comme, ben, je peux-tu faire ça, puis ça, puis ça. Puis là, ça ouvre comme une toute nouvelle porte aux différentes possibilités. Puis Monster of the Week, parce que bien, je trouve que c'est un bon exemple de jeu qui va élaborer, qui va plutôt mettre sur la table une ambiance qui est très moderne, qui est quelque chose que peut-être les gens essayent moins, et qui pourtant, je trouve que ça apporte beaucoup pour des raisons de référence culturelle, pour des raisons de compréhension, pour des raisons plus faciles à s'imaginer dans l'aventure aussi. Donc, ouais, pourquoi aimerait-il ce jeu? Bien, c'est pour ça. C'est pour ces différentes raisons-là. Question 6. Comment inciterais-tu plus de gens à jouer au jeu de rôle? Je pense que je ferais partie d'une chaîne YouTube. Ouais, je ferais des vidéos, je ferais de la démocratisation du jeu de rôle, j'essaierais de présenter différents types de jeux de rôle, des critiques, des choses comme ça. Ouais. Je pense que je ferais ça pour pouvoir initier, inciter plus de gens à essayer le jeu de rôle. Ouais. Question 7, c'était la question du dimanche, c'est-à-dire le dimanche système. Décris-nous quelque chose de cool d'un système que tu adores. Ok, je vais dire le Utility Die de Black Hack, qui est aussi utilisé dans d'autres jeux, dans d'autres hacks, mais aussi dans d'autres jeux au général, c'est-à-dire la dépense, l'utilisation d'un objet et son espérance de vie limitée qui va être cadrée par un système de dés, où dans le fond, mettons que vous avez une torche, une lampe de poche qui a un dé d'utilité un D6. Eh bien, à chaque fois que vous utilisez votre lampe de poche, vous lancez un D6. Et si vous avez au-dessus de 1 ou 2, bien c'est correct. Si jamais vous avez 1 ou 2, eh bien votre niveau d'utilité baisse, c'est-à-dire que votre D6 devient un D4 et votre lampe de poche est encore utilisable, seulement elle perd tranquillement de sa batterie, par exemple. Et si à votre prochain lancer, mais vous lancez un D4 et vous avez encore une fois un 1 ou un 2, eh bien, c'est que votre lampe de poche, eh bien, c'est complètement vidée, elle n'a plus d'énergie. Je trouve que c'est vraiment, vraiment super bien pensé pour gérer de l'équipement qui a justement une limitation on va dire une vie limitée. T'sais, mettons des carquois, des flèches. Tu vas dire que tu as un des 12 de flèches, mais c'est pas besoin de calculer genre
tes 25 flèches et qu'à chaque fois que tu lances des flèches, eh bien, il y a peut-être des dépenses qui se font tranquillement. Mais finalement, ton carquois va être vide, puis ça va être géré par ça. Je trouve que ça a vraiment côté probabilité. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme mécanique et je l'aime beaucoup, tout simplement. Bon, il ne faut pas que je parle aussi longtemps pour chacune des questions. Cette vidéo-là va durer 8 ans. Qui t'a introduit au jeu de rôle? Question 8. Eh bien, il s'agit de M. Louis Robitaille de Saint-Raymond de Portneuf qui m'a vraiment initié pour la première fois en termes de, je parle, que j'ai été témoin du jeu de rôle, ça a été lui. Ça a été Louis qui m'a vraiment... Je l'ai vu jouer avec mon frère plus vieux. Puis j'ai fait « Ah, mais qu'est-ce que c'est? » Eh bien, c'est le jeu de rôle. Ah! Et par la suite, eh bien, ça a été justement ce prof d'histoire au secondaire, tout simplement. Quel est le deuxième jeu de rôle que tu as acheté? Question 9. C'est Apocalypse World, je crois, première édition. Apocalypse World en anglais. Non, même pas en français. C'est ça en français ou en anglais? Je sais plus. Il faudrait que je le retrouve. Je l'ai quelque part. Mais ouais, Apocalypse World, la première édition que j'ai fait venir. Et puis ça avait coûté une méchante beurrée. Pour vrai, ça avait vraiment coûté cher dans le temps. J'étais un peu nono. Puis c'était mon deuxième jeu. Puis c'était aussi ma première expérience dans un PBTA. Je cherchais du post-apo, j'aimais ça le post-apo. Puis là, j'ai vu ça, puis je trouvais que ça avait de l'air intéressant. Puis j'ai vraiment trouvé ça bizarre en premier lieu, les règles, les fonctionnements. Puis on s'entend que c'était comme le premier du genre aussi. C'était le premier PBTA, donc ça a été vraiment quelque chose de particulier, ouais. Fait que, ouais. Ça a été ça mon deuxième jeu de rôle que j'ai acheté, c'était Apocalypse World, ouais. Question 10. Quand as-tu commencé ou vas-tu commencer à mener des parties? Genre un mois après mon premier essai comme joueur, un mois après la game avec le prof d'histoire, j'ai voulu jouer, puis j'étais avec des amis, puis j'essayais de leur expliquer c'était quoi, mais on savait pas trop comment expliquer ça. J'avais pas de jeu, j'avais pas rien, fait que j'ai comme inventé sur le fly quelque chose qui permettait de jouer avec des D6 seulement. Parce qu'on n'avait pas de dés polyèdres, on n'avait pas d'autres formes polyèdres que le D6 parce qu'on ne connaissait pas ça. Et ça a été vraiment ma première expérience, ouais, c'est ça, de meneur. Je me rappelle, c'était une histoire dans le souterrain parce que je pense que j'avais des amis qui lisaient les livres de Dritz, de Eros Salvatore. Fait que ça a été comme... Ouais, ça a été ça. Question 11. Si tu pouvais vivre dans un monde de jeu, ça serait lequel? Eh bien... j'aime pas tant cette question-là parce que souvent les jeux de rôle que je joue ont des univers minimalistes qui vont favoriser une ambiance plutôt qu'un univers super établi. Et ceux qui ont des univers vraiment complets, c'est pas tant des univers propres au jeu plutôt qu'une adaptation qui provient d'un autre média comme un film, une série ou peu importe. Fait que vite de même, je vais dire Star Trek. Ouais, c'est cool. J'aimerais ça être dans Star Trek. C'est être dans Starfleet, puis promener dans l'espace, puis rencontrer des nouvelles espèces. C'est une ambiance de jeu quand même le fun. Parce qu'il y en a plein d'autres que je suis comme, non, ça me tenterait pas. DCC, bon, moi, je serais mort, puis Mothership aussi. Fait qu'on Star Trek, je pense. Star Trek. Pourquoi as-tu commencé à faire du jeu de rôle? Question 12. Eh bien, c'était pour encadrer et favoriser mon imaginaire, je pense. C'était pour donner on va dire un carburant à mes idées créatrices, dans le sens que je lisais aussi les livres des Royaumes oubliés, puis là je me disais, mais ouais, mais il y avait quoi si tel personnage était dans telle situation, puis j'essayais de me l'imaginer, sauf qu'à un certain point, je me disais, ouais, mais en même temps, je suis comme décidant si oui ou non il réussit à accomplir ce qu'il veut faire, donc j'aimerais ça qu'il y ait comme quelque chose qui va comme cadrer ça, et peut-être justement apporter une certaine nuance à les niveaux de difficulté, comment est-ce que mon personnage dans ma tête peut réussir ou non ce qu'il entreprend. Donc, lorsque j'étais tombé sur le jeu de rôle, ça m'avait comme un peu permis ça, en quelque sorte. Ça m'a comme permis de me dire, ah ok, ces gens-là peuvent vivre des aventures, puis ils sont quand même cadrés par quelque chose qui va faire en sorte qu'ils peuvent réussir ou non, mais qui va tout le temps favoriser en quelque sorte la création de l'histoire avec les personnages et le maître de jeu. Donc, ouais, ça a été ça. Ça a été ça un peu mon processus d'introduction au jeu de rôle. Question 13. Comment changerais-tu la façon dont tu as débuté le jeu de rôle? Je changerais rien. Non, je changerais rien. J'ai été encadré par des gens qui savaient déjà beaucoup comment jouer, les personnes plus vieilles.
Et par la suite, j'ai exploré par ma propre manière. Donc, je trouve que c'est vraiment un processus qui était comme numéro 1, top notch. Fait que non, je changerais rien là-dessus. Du tout, du tout, du tout. Question 14. Dimanche, suggestion. Lance un D8 plus 1. J'ai un D8 quelque part ici. Ouais, c'est vrai, j'ai ça ici. Il identifie autant d'amis en leur suggérant à chacun un nouveau jeu de rôle à essayer. Oh, mon Dieu Seigneur, excusez-moi. Je vais essayer ça. Donc, ça va donner un D8 plus 1. Fait que ça fait 5. Ok, fait que ben, 4 plus 1, 5. Ok. Mon Dieu, 5 amis. J'ai du 5 amis. Je vais commencer avec Simon Corot-Clair, qui est un de mes DM présentement, hors de coup critique, qui n'est pas enregistré, qui maîtrise super bien la 5e, connaît vraiment, vraiment très bien ça du bout des doigts. Puis je l'ai initié à DCC, puis il avait bien aimé ça aussi. J'aimerais ça qu'il explore OSE, parce que, justement, Simon, c'est un gars qui est super allumé dans le fonctionnement, puis les mécaniques et tout ça. Puis j'aimerais ça qu'il voie un peu l'origine de la chose, l'origine de D&D, donc Old School Essential. J'aimerais ça qu'il jette un coup d'œil. Ouais, je pense que ce serait ça. Ensuite, mon frère, Louis-Maxime, j'aimerais ça qu'il essaye Neon Lord of the Toxic Wasteland, parce que la thématique est pile poil dans son ambiance de jeu, c'est-à-dire quelque chose de complètement suréclaté des années 80, de la nostalgie, il y en a un côté là, qui est sans fin. Je pense que c'est directement dans ce type d'ambiance-là qu'il aime jouer. Ensuite, mon ami Mathieu Robitaille. Mathieu Robitaille, qui est un très grand amateur de Warhammer. Warhammer, la dernière édition, on avait joué ensemble une fois. Les autres éditions précédentes, puis tout le lore, tout l'univers aussi en soi. J'aimerais ça que tu essayes Svander, qui est comme une espèce qui a été à la base créé par un fan de Warhammer, puis qui a comme un peu exploré à sa propre sauce, cette ambiance-là, un peu dark fantasy, avec des mécaniques un peu semblables, mais en même temps quelques petites twists différentes. Je pense que tu pourrais trouver ça vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, Marika de la chaîne de Coup Critique, ouais. Je pense que j'aimerais ça que tu essayes Vault of Varn, parce que je pensais que tu l'avais essayé, puis c'était pas vrai. Puis c'est des thématiques qui vont vraiment venir te chercher d'une surréaliste, un peu post-apocalyptique, mais avec un petit côté mystique et système de jeu vraiment, vraiment quand même facile à prendre en main. Fait que ouais, j'aimerais ça que tu essayes Vault of Varn. Et finalement, pourquoi pas Ben Desiel de la chaîne de Etu Game, parce que j'en avais déjà parlé et que je veux qu'il essaye un PBTA, parce que Ben, c'est un joueur chaotique, c'est un joueur qui détruit tout sur son passage et qui aime ça prendre en main ce qui se passe dans le jeu pour pouvoir l'influencer en tant que joueur, mais pas nécessairement en tant que personnage. Et j'ai l'impression que dans un PBTA, Ben, il trouverait son compte là, comme ça n'a pas de bon sens. Là. Il serait capable de... je pense qu'il virerait fou, là, complètement fou, de pouvoir justement influencer, créer comme un peu ce qui se passe en même temps que le DM aussi le fait. Donc moi, je dirais que je voudrais qu'il essaie un PBTA. Ensuite, question 15. Qui aimerais-tu avoir comme meneur de jeu? Et là, je vais commencer avec... en plus, j'ai pensé à ça il n'y a pas très longtemps. Jean-Philippe Barry-Guérard, l'auteur de Haute Démolition, un roman québécois, parce que j'ai trouvé que son écriture était tellement claire, et je sais qu'il joue à des jeux de rôle, je le sais. Je le sais, Jean-Philippe, que tu joues à des jeux de rôle, donc si tu vois cette vidéo-là, je le sais, je m'y attends. Donc j'aimerais ça jouer avec, parce que j'ai vraiment aimé son approche très crue, sa narration qui était aussi très personnel, tout en étant aussi comme vraiment capable de se transposer ailleurs. Donc, ouais, j'aimerais vraiment ça l'avoir comme DM. Sinon, un autre comme ça, vite, Samuel Quentin aussi, un BDS québécois qui me fait tellement rire, mais tellement rire. J'aimerais ça l'avoir comme DM parce que j'aimerais ça vivre une aventure qui est aussi drôle que ses histoires. Puis j'ai l'impression qu'on aurait comme une bonne chimie côté humour. Puis finalement, je vais dire Annabelle Bureau de la chaîne de Coup Critique, parce que ça fait un petit bout qu'on en jase, puis j'aimerais ça, l'avoir animé quelque chose avec tout son talent, son talent de jeu, son talent de théâtre, aussi sa narration, ses voix de personnages. J'aimerais ça, Annabelle, si tu vois cette vidéo, que tu sois DM, sois mon DM, ma DM plutôt.
Donc, question 15, c'était question 16, quel serait ton jeu parfait? Un jeu qui a je dirais un jeu qui a un système qui possède une prise en main facile, mais une bonne espérance de vie dans l'exploration de ses possibilités mécaniques. Donc, vraiment, une mécanique simple, mais profonde. Tu sais, qu'il y a beaucoup de personnalisation, beaucoup de possibilités de création de personnages, mais que ça demeure tout de même très facile à prendre en main, avec un univers quasi existant, mais qui propose spécifiquement une ambiance précise ou une mise en contexte précise, et qui propose des outils pour les meneurs de jeu pour créer leur propre univers dans ce contexte-ci. Un exemple que je vais dire, pour moi c'est pas un jeu parfait, mais côté comme ambiance comme ça, je vais dire exemple Mothership, qui est un jeu de rôle qui va faire de l'horreur de science-fiction, mais tout de même son créneau est assez comme précis, mais le reste est très flou et c'est à la communauté puis aux créateurs du jeu de comme produire du stock qui va être des aventures, des modules, des règles optionnelles qui vont être encadrées par cette prémisse-là, c'est-à-dire de l'horreur de science-fiction. Fait que ouais, ça serait ça pour moi un jeu de rôle parfait. Question 17, quand entre le passé, le présent, le futur se déroule ton jeu préféré? Je vais dire, pour le simple fait, je vais dire le présent, parce que j'aime beaucoup, beaucoup jouer dans le présent, même si ça n'arrive pas souvent. Parce que ça me permet... J'aime pas ça, moi, en tant que DM, je n'aime pas faire des références culturelles dans des parties de Medieval Fantasy, comme Donjon Dragon, par exemple. J'aime pas ça. Ça me met... on dirait que ça me brise mon immersion. Sauf que j'aime ça en général en faire. J'adore ça, faire des références culturelles. J'adore ça, faire des blagues ou vraiment des clins d'œil à des choses qu'on connaît de notre vie dans le vrai monde. Et jouer dans le présent, c'est cool parce que ça peut pas nécessairement être un jeu réaliste, ça peut être, ça peut être du urban fantasy, ça peut être même de l'horreur ou autre chose, même du modern fantasy, j'ai jamais joué, mais je sais que ça existe. Mais de pouvoir faire des références, pouvoir faire des clins d'œil à des choses qui nous entourent, à des œuvres de fiction, à de la musique ou peu importe, je trouve que ça aide beaucoup à l'immersion, puis ça permet aux personnes de rester comme, je pense, concentrées sur ce qui se passe. Fait que moi, le présent, j'aime ça jouer dans le présent, même si ça arrive pas souvent. Ça arrive vraiment pas souvent. Question 18. Quel est ton endroit préféré pour jouer? Pas chez moi. Pas chez moi, c'est weird, mais jouer, genre animer une game, j'aime pouvoir aller ailleurs pour justement me mettre propre et beau. Chez moi, je suis que je suis trop dans mes pantoufles, puis je finis par me sentir un peu comme blerk. Je me sens comme un peu patate. Fait que j'aime ça comme devoir aller chez quelqu'un, porter mon stock, puis jouer. Fait que ça, j'aime ça. Question 19. Pourquoi ton jeu préféré est-il resté avec toi? Mon jeu préféré, je veux dire un jeu préféré, je vais dire L'Appel de Cthulhu 6e édition, parce que la qualité de l'information équivaut à sa quantité. Beaucoup de stocks qui sont sortis à la 6e édition et la qualité des ouvrages était vraiment incroyable. Là, pour vrai, une possibilité de, mon Dieu, une pléthore d'informations là, sur le mythe, sur même des pistes de scénario, même sur l'histoire aussi. Fait que pour ça, c'était vraiment... puis c'est resté avec moi parce que ben, ça se trouve plus, ces maudits volumes-là. Ça coûte la peau de la tête, comme on dit. Fait que, ouais, Appel de Cthulhu 6e édition. Question 20, pour combien de temps durent tes parties? Mes one-shot, j'aime bien ça quand c'est un 3h30 bien rond. Le temps d'introduire le milieu un peu plus rythmé, mais surtout une fin intense. Ces temps-ci, j'explore beaucoup des 1 heure. Je trouve ça quand même cool, mais c'est quand même un bon challenge. C'est un bon travail à faire dans le coin. Dimanche, monde de jeu. Partage un détail intriguant d'un monde de jeu que tu apprécies. Ah, les maudits mondes de jeu. Les micro-univers de DCC. DCC, vraiment, dans sa prémisse, veut pas l'univers est assez quasi inexistant, là, même s'il propose certains livres vont proposer des ouvrages qui vont être des settings, des mises en contexte, sauf qu'à la base, ben, DCC, c'est un univers qui est quand même un peu n'importe lequel et tu le construis un peu comme tu veux, mais il y a tout de même des outils qui sont donnés dans une section pour le meneur qui parlent un peu de l'ambiance, le mode et peu importe. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans DCC, c'est que tout se déroule dans un périmètre assez court, assez petit, parce qu'il laisse sous-entendre que ben, le voyage, c'est dangereux. T'sais, comme à l'époque moyenâgeuse, là, un paysan ne va pas comme parcourir 120 km pour aller comme chez son voisin. Là. C'est dangereux la nuit, il y a des animaux, il y a des bêtes, il y a des monstres. Tu ne vas pas comme te promener, puis à DCC, ben, tu es un peu squishy, tu meurs d'un coup de bâton sur la tête. Fait
Alors, ils mettent vraiment ça de l'avant. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que beaucoup les jeux, c'est comme l'aventure, c'est le voyage et l'aventure en soi, comme l'anneau unique dans Seigneur des Anneaux, puis je suis d'accord. Au final, c'est très cool. Mais j'aimais ça aussi, l'espèce de prise de décision de OK, tout se passe quand même dans un petit coin. Là. C'est pas, on n'est pas comme dans un gros périple interminable. Non, non. Ça demeure que. Et tous ces micro-univers-là peuvent comme un peu se connecter entre eux parce qu'ils sont indépendants, parce que tu sais pas trop ce qui se passe chez ton voisin de l'autre côté de la montagne. Fait que pour ça, ben, j'aime ça, les micro-univers, le DCC. Qui est ton personnage présentement? Question 22. Je vais en dire un que vous ne connaissez pas. Il s'agit de Suni Arunsun, qui est un tiefling bard pour Waterdeep Heist, qui est démé par mon ami Simon, justement. C'est la campagne urbaine de D&D. Je tourne le concept autour du fait que c'est un affreux tieflin. Visuellement horrible. Il est dégueulasse, là. J'étais tombé sur des visuels des tout premiers tieflins avant, l'esthétique des tieflins avant la 3e édition. Et c'est horrible. Il y a comme 3 cornes, il y a la peau verdâtre, il y a des gigantesques favoris, il y a des dents serrées comme un requin. Puis il parle comme ça tout le temps. Comme s'il avait comme fumé 12 cigarettes en même temps. Mais il y a un charisme indécent. C'est un bard. En plus, c'est un bard de l'éloquence. Là. C'est un peu ça la twist. C'est que les gens comprennent qu'il y a quelque chose de surnaturel avec ce personnage-là parce qu'il réussit à convaincre tout le monde, même s'il parle comme un garagiste, puis qu'il pue, puis qu'il est sale, puis qu'il est dégueulasse, il y a un charisme surnaturel. Et je voulais comme mettre de l'avant l'aspect magique du bard en quelque sorte. C'est que son pouvoir charismatique c'est pas réellement basé sur les belles paroles ou sur sa beauté physique, mais bien par quelque chose qui défie l'entendement. Fait que c'était vraiment ça. C'est comme tout ce qui tourne autour de ce concept-là, c'est que c'est sa magie qui fait en sorte que ça permet. Puis les gens le comprennent, ça. Les gens le catchent que pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que. Hey, je l'ai écouté le gars, il m'a dit de faire ça, puis je l'ai fait, puis il a été convaincant, mais je comprends pas pourquoi. Regardez-là, il a l'air d'un monstre, puis il parle comme s'il était sur le bord de mourir. Fait que ouais, c'est lui, Sonny Aronson, un tieflin dégueu. Et question 23, dans quelle situation ton personnage se trouve-t-il maintenant? Sonny, il va à l'école. Notre DM a trouvé une manière d'intégrer, dans le fond, les spécialisations de chacune des classes via des événements ou des décisions qui sont prises en jeu. Et pour expliquer pourquoi, dans le fond, je développe mon éloquence, eh bien, mes parents m'ont comme inscrit dans une école de bonne conduite. Fait que c'est ça qu'il fait présentement. Question 24, quand tu commences à jouer ton personnage, ça va faire un peu plus qu'un an. S'il y a eu des on et off à cause de la pandémie, fait que, ouais, ça fait un peu plus qu'un an. Où ton personnage est-il allé dans question 25? Pas mal partout, dans Waterdeep, les souterrains, la colline qui me fait penser au Mont-Royal, les sections pauvres et plus fortunées de la ville. Question 26, pourquoi ton personnage agit-il de cette façon? Ah, mon Dieu. Sonny, c'est un individu qui est loyal à sa famille, mais aux ambitions, loyal aux ambitions familiales et tout ça, mais il n'est pas pour autant une bonne morale. C'est-à-dire que c'est donc la fin justifie les moyens, surtout dans un contexte où il a dû dépasser constamment les attentes qu'on avait de lui pour accomplir ses hauts faits sociaux, malgré justement le fait qu'il est complètement repoussant. Fait que ouais, c'est un peu ça. Fait que ouais, je reste ça. Question 27, comment ton personnage a changé? Pour l'instant, Sonny n'a pas réellement changé dans sa morale ou dans ses agissements. Il est assez fidèle à lui-même et à sa famille. Il n'a pas encore été confronté à quelque chose qui lui demandait de sortir de sa zone de confort ou de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, vraiment, concrètement, je dirais. Question 28. Dimanche stylé. Lance un des 8 plus 1, identifie autant d'amis en les associant chacun à une page couverture d'un jeu de rôle. OK, on va faire ça. J'avais complètement oublié qu'il y a une autre question. Donc, ça donne plus 1, ça va donner 4. 4, fait que 3 plus 1, 4. On va commencer avec Félix-Antoine. En plus, je l'ai ici, c'est pour ça que j'y ai pensé. Félix-Antoine, tu me fais penser, Félix-Antoine Huard de la chaîne, me fait penser à la couverture de Lilliputien Adventure of the Open Sea. Parce que Félix, c'est comme un gars d'aventure, c'est comme un gars de grand esprit, grand espoir et espace large et tout ça. Et comme les Lilliputiens, mais ça met de l'avant des personnages qui sont comme de petite taille et ça me fait penser à son amour pour tout ce qui est dans l'incroyablement petit et ce qui s'y déroule, un peu comme Moss Ritter. Fait que ouais, me fait penser à ça pour lui. Ensuite, je vais dire
Annie Carbonneau-Leclerc, une de mes amies illustratrices, me fait penser à Frontier Scum, qui est un jeu de rôle western que j'ai déjà parlé en texte, que je vais éventuellement faire une critique vidéo, parce que justement c'est dans sa thématique adorée. Le western est comme l'espèce de western un peu sur acide, et elle me fait penser à ça. Ouais, elle me fait penser à ça, Annie. Ouais. Ensuite, Julien Dallaire-Charret, un autre de mes amis illustrateurs, et je vais dire aussi les deux en même temps. Le Julien et Rémi, les deux, Rémi Julien, qui est Julien Dallaire-Charret et Rémi Julien, qui est un ami de jeu aussi. Vous me faites penser les deux à Barbarian of the Rune Earth de Mike Evans, qui est un hack de Black Hack. Parce que c'est dans un visuel très éclaté, thématique, un peu post-apo, avec genre des lézards et des sorciers, mais en même temps des robots. Là. Je trouve que ça concorde vraiment avec vos bons goûts. Et finalement, je vais dire en dernier lieu, Kim Dupont de la chaîne aussi. Tu me fais penser à Smoking Worm monographe 2 de Hangman's Garden pour DCC. Si vous le précis, on dirait que je suis en train de dire une recette de cuisine. Parce que tu m'as fait jouer des DCC, puis j'ai déjà joué avec toi. Et je sais pas pourquoi cette espèce de mood-là, cette ambiance-là me fait penser à toi. C'est une espèce de DCC, tu sais, quand même, je dirais classique, mais en même temps, il y a comme une petite touche qui le rend quand même unique dans son genre. Fait que vous irez voir le visuel, là, j'ai pas ça sous la main tout le temps, excepté les Lépuciens. Mais au moins, ce serait ça pour le dernier. Question 29. Qui aimerais-tu voir participer au RPG-ED? Tout le monde, mes collègues de coups critiques, tout le monde, la gang de Etugame aussi, j'aimerais ça, voir participer. Je vois ça comme une vidéo de ma série de montée de niveau, dans le sens que c'est échelonné par exemple sur 31 questions. Je veux que tout le monde le fasse parce que c'est super intéressant à écouter. J'en écoute plein durant tout le mois, j'en écoute vraiment beaucoup. Qui devrait faire le RPG-ED, question 30, pour son 10e anniversaire l'an prochain? J'ai aucune idée comment ça fonctionne, leur création pour les questions, mais ça pourrait être cool de faire un sondage pour faire participer le public, peut-être, puisse, dans le fond, proposer des questions. Et peut-être, je sais pas trop, pour vrai, je sais pas, arranger vidéo avec des personnes influentes du milieu du jeu de rôle pour que ceux-ci puissent répondre, ça pourrait être cool aussi. Ouais, fait que ça. Question 32. Quand tu participes pour la première fois au RPG-ED, excusez-moi, question 31 plutôt, 32, tiens, oui, 32 jours dans un mois. Quand vous participez pour la première fois au RPG-ED, c'est maintenant. C'est vraiment poche comme dernière question, je trouve. Merde. C'est vraiment. Ouais, ça, c'est comme un peu. T'aimes-tu ça, les patates? Ben oui ou non. Et finalement, il y a aussi une question alternative. C'est anecdote alternative, lance un D8, c'est comme la question bonus. Un D8 plus 1 identifie autant d'amis en racontant une anecdote qui va en lien avec eux. Ok. Un D8 plus 1. 1 plus 1, 2. Ok, on va y aller avec. Philippe Taillon, des contes et des dés, de la chaîne des contes et des dés. On avait les deux. On devait faire les deux de l'animation pour le centre d'art de Nicolette, qui est un endroit où se déroule un grandeur nature du nom de l'enclave. Et il y a comme tout le temps un party dans les entre-saisons de l'enclave. Et il fallait comme qu'on se partage, Philippe et moi, une salle pour faire de l'animation parce que c'était quand même un gros party. Puis on avait le goût de faire des jeux de rôle, mais tu sais, on s'entend que tu peux pas faire des jeux de rôle à côté de personnes qui balancent des bouteilles de bière. Fait qu'il fallait comme se trouver une place, puis il y avait un endroit qui était comme dédié à ça. Puis Philippe, dans le fond, commençait le bal. Puis je le savais un peu comment ça s'alignait, dans le sens que je me vois tu sais qu'à mesure que la journée avance, à mesure que la soirée avance, à mesure que je vais être complètement paf, puis je serai pas capable d'animer. Puis c'est ce qui s'est passé. Donc pour vrai, Philippe a bien fait ça parce que il a continué à animer quand même, malgré le fait qu'il a animé quand même une bonne partie de la soirée. Puis j'étais à un point où, tu sais, normalement, ça aurait dû être moi, sauf que j'étais comme. Je me rappelle, là, j'étais dans le gazon dehors, puis je faisais pas grand-chose. J'étais plus capable de faire grand-chose. Fait que ouais, pour ça, Philippe, bien joué. Deuxième chose, je dirais Frédéric Desrosiers, un autre de mes bons amis, DM aussi, qui m'a animé beaucoup de parties, et dont une succulente et très très mémorable campagne de Legend of the Five Rings pour la 4e édition. Et ça, je veux le mentionner parce que c'était top-notch dans les moments les plus, on va dire, comment je pourrais dire ça, les moments les plus... Je pouvais pas me sentir plus dans la game que ça parce que
on se faisait souvent, c'est ça un peu la thématique, on se faisait souvent des soupers thématiques pour les parties. C'est-à-dire, on allait, exemple, un petit magasin qui s'appelait La Montagne Dorée, justement un magasin spécialisé pour des aliments asiatiques. Puis on se faisait, en fait, c'était des dumplings en vapeur. On se faisait l'espèce d'algues mélange avec aussi des desserts qu'il y avait. Il y avait comme du riz, du riz collant. C'est tout fait à la main, tout fait chez soi. Puis tout le monde, en fait, faisait quelque chose. Sauf moi parce que j'étais vraiment poche. C'est vrai, j'étais vraiment pas très bon. J'entends une voiture passer, ça fait du bruit. Et je pourrais, j'ai vraiment, ça a été super mémorable. Puis entre chaque, il y avait souvent des fins de soirée où est-ce que durant la partie, on assistait souvent à des soupers. Puis dans les soupers, il y avait comme le boire du saké, puis il fallait comme faire des toasts. Et puis on le buvait pour de vrai. Puis il fallait comme une capable de garder comme la game sur les rails puis continuer à jouer malgré le fait que genre fallait faire des toasts au saké parce que des fois il y a un personnage qui rentrait dans le game ou qui s'en allait puis c'était toute la bonne conduite. Ça a été, mon Dieu Seigneur, c'était complètement incroyable pour vrai comme ambiance. Fait que ouais, je dirais que ça serait ça. Fait que c'est ce qui conclut, mon Dieu, RPG ED 2022, les 31 questions. J'espère que c'était un temps soit peu intéressant. Je me suis pas trouvé si pertinent que ça, mais si vous avez aimé ça, tant mieux. Pour vrai, je vous encourage à aller voir ce que les autres personnes font. Il y en a vraiment beaucoup qui participent cette année, beaucoup de YouTubers, beaucoup québécois, français, j'en ai vu quelques-uns, mais surtout québécois. Sautez là-dessus, c'est intéressant. Il y a beaucoup de monde qui parle de leur expérience, c'est super intéressant. Puis ça permet aussi de justement voir un peu l'arrière de la médaille, voir un peu le parcours de chacun. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Petit pouce en bleu en haut si vous pouvez. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.